Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver par ce petit matin automnal pour faire un point sur la taxonomie européenne. D'une manière générale, on fera un point d'actualité un petit peu plus large, hein, puisque la taxonomie n'est qu'un morceau dans un tout beaucoup plus global. Et je pense que vous n'avez pas forcément passé tout l'été à regarder les textes qui pouvaient sortir. Donc je remercie vraiment beaucoup Sarah, Anne et Imran pour ce point qu'ils vont nous faire ce matin. Et on aura également un retour d'expérience qui va être quand même très très riche, retour d'expérience sur les publications 2024. Avant de leur céder la parole, je voulais revenir sur notre calendrier jusqu'à la fin de l'année, puisque vous avez peut-être vu, il est très dense et très riche. J'en suis très heureuse et je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Nous nous retrouvons dès la semaine prochaine, le 30 septembre, pour continuer à parler de durabilité, puisque nous parlerons des normes de durabilité des PME et nous parlerons également de l'indicateur climat de la Banque de France. Nous ferons donc un petit retour sur la nouvelle norme européenne VSME sur les PME et nous aurons Sarah Guéraud, Delphine Lefranc et Marc Jeannenez, pardon, qui sont tous membres de la Task Force Reporting ETI PME de la compagnie, de la CNCC. Sarah est associée chez Cofideliance Delphine au groupe Secob et Marc Jeannenez est directeur chez Forbis Mazars. Et nous aurons également le chef du service climat entreprise à la Banque de France, qui est Guillaume Richer-Bourbous, et Juliette Mataran, qui est en charge du déploiement du portail RSE à la DGE, Direction générale des entreprises. Donc ce sera vraiment quelque chose d'intéressant, évidemment, pour les PME, mais beaucoup plus largement pour la communauté financière, hein, puisque cette norme est quand même très, très, très riche, cette norme VSME. Donc ça, c'est donc le 30 septembre. Le 7 octobre, nous parlerons de l'attractivité des marchés de capitaux et transparence des sociétés cotées. Alors là, je vous encourage véritablement à vous inscrire. C'est un petit peu loin de nos bases habituelles, c'est vrai, mais honnêtement, même si les marchés financiers sont un peu atone en ce moment, faire un point de toutes les nouvelles dispositions qui permettent de simplifier les introductions en bourse des sociétés en France, je crois que c'est vraiment quelque chose de très, très, très important et très intéressant. Donc, je vous encourage vraiment vivement à vous inscrire le 7 octobre. Pour parler de ça, nous aurons Anna Kik, qui est associée KPMG en charge de la direction technique Capital Markets donc chez KPMG, et Sandrine Favre, qui est senior manager à la même direction technique. Et encore une fois, nous aurons vraiment un décryptage très précis des nouvelles dispositions du Listing Act. Vous savez que le règlement prospectus et le règlement abus de marché ont été bien, bien simplifiés. Et voilà, je vous encourage vivement à venir entendre ce décryptage, de même qu'un panorama des évolutions qu'on peut attendre en faveur de l'attractivité de la place de Paris. Donc voilà, un point important dans notre calendrier, le 7 octobre. Le 6 novembre, nous aurons une présentation des recommandations de l'AMF pour l'arrêté des comptes 2025. Ça, c'est notre conférence annuelle que Émilie Blanc, la directrice des affaires comptables de l'AMF, nous fait chaque année. Je la remercie bien sûr de nous faire l'amitié, de nous faire ce point cette année encore, donc le 6 novembre prochain. Le 13 novembre, nous ferons un point d'actualité, cette fois-ci sur l'IASB, et nous aurons, là aussi, c'est un rendez-vous régulier. Nous aurons Bertrand Perrin, qui est membre du board de l'IASB, qui viendra donc nous faire ce point d'actualité le 13 novembre. Le 25 novembre, c'est aussi maintenant une conférence régulière, et je la remercie également infiniment de sa fidélité. C'est Florence Pébernest, qui est la présidente de la Haute Autorité de l'Audit de la H2A, qui viendra nous faire son point d'actualité assez large, comme souvent. Donc, le 25 novembre, nous écouterons Florence Pébernès, qui sera interviewée par Patrick Evans. Le 27 novembre, c'est Édouard Fossa, c'est aussi un rendez-vous régulier qui viendra nous parler de l'arrêté des comptes IFRS 2025. Donc, nous ferons le point sur toutes les dispositions nouvelles pour l'année 2025.
le 27 novembre. Voilà, c'est un peu dense hein, sur cette fin novembre, vous voyez, hein, 25 novembre et 27 novembre. Nous avons donc deux conférences très rapprochées l'une de l'autre sur des sujets un peu différents, mais sur deux sujets aussi importants. Le 2 décembre, nous parlerons de lutte contre la criminalité financière et nous aurons le grand honneur de recevoir Pierre Allégret, qui est sous-directeur des sanctions et de la lutte contre la criminalité financière à la Direction générale du Trésor. Donc ça, c'est le 2 décembre, la lutte contre la criminalité financière. Et puis le 16 décembre, nous clôturerons l'année en beauté puisque nous reparlerons de reporting de durabilité en ESRS. Nous ferons évidemment un point sur les nouvelles dispositions dans le contexte omnibus. Et là, nous aurons Carole Masson, qui est associée chez Forbis Mazars, et Yonja Ramananarivo, qui est associée chez EY. Et toutes les deux sont coordonnatrices du comité ESRS de la CNCC et membres de la commission des normes d'information en matière de durabilité à l'autorité des normes comptables. Donc, vous le voyez vraiment, un programme extrêmement chargé autour de la durabilité, mais pas que, puisque nous avons également deux conférences d'ouverture, l'une sur la lutte contre la criminalité financière et l'autre, encore une fois, vraiment intéressante, et je vous encourage encore une fois à vous inscrire, sur l'attractivité de la place de Paris. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Donc, sans plus tarder, puisqu'il est déjà 8h07, je passe la parole à Sarah. Sarah Bagnon est associée en charge de l'ESG chez KPMG. Anne Langlette est associée chez Price. Elle est vice-présidente de la commission durabilité de la compagnie, coordinatrice du comité taxonomie de la compagnie. Et puis nous avons également Imran Raja, qui est senior manager chez KPMG et également lui aussi coordinateur du comité taxonomie de la compagnie. Les voilà. Un grand merci à vous. Vous nous avez préparé un support très très dense et je vous en remercie. Vous le savez, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le fil Q&R, questions et réponses. Et sauf si c'est vraiment très urgent, auquel cas nous intervenants répondrons en direct sur cet onglet. Sinon, nous reprendrons toutes vos questions à la fin de ce webinaire pour pouvoir y répondre tranquillement. Un grand merci à tous de votre attention et puis merci encore Sarah, Imran et Anne. Je vous laisse la parole. Merci Sonia. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, écoutez, merci de nous donner cette tribune, puisqu'effectivement, le règlement taxonomie, comme la directive CSRD, n'a pas échappé à la vague de simplification voulue par la Commission européenne. Et donc, dans ce contexte évolutif, il nous paraissait important de revenir sur les simplifications introduites sur la taxonomie et de vous partager nos retours d'expérience sur les publications 2024, avant bien sûr, après bien sûr un panorama de l'actualité réglementaire. Alors, je vous propose que nous passions directement dans le vif du sujet par ce panorama réglementaire, puisque vous le savez, hein, dans la continuité de plusieurs appels à la simplification, comme le rapport Draghi de septembre 2024, la nouvelle Commission européenne a annoncé dès sa prise de fonction son ambition de rationaliser les exigences réglementaires et de réduire la charge administrative pour les entreprises. Donc, les publications Omnibus publiées le 26 février dernier, dont vous avez certainement entendu parler, traduisent cette ambition. Alors, les vacances étant passées par là, je vais revenir très vite sur les changements les plus significatifs. Omnibus, c'est une approche de simplification en 3 étapes. La première étape, c'est des changements sur les calendriers que nous appelons Stop the Clock, et notamment un report de 2 ans de la première application de la CSRD pour les entreprises de la vague 2 et de la vague 3. Ce report, il a été approuvé par le Parlement européen le 3 avril 2025 et il revient maintenant aux États membres de transposer cette directive d'ici la fin de l'année 2025. En France, nous avons anticipé ces dispositions au travers de la loi DADU qui a été adoptée le 3 avril dernier. Donc, sans attendre la transposition de la directive Stop the Clock, cette loi reporte certaines obligations en matière de durabilité initialement prévues par la CSRD, et donc notamment les obligations de reporting de durabilité pour les entreprises de la 2e et de la 3e vague, et ce pour 2 ans.
Deuxième série de modifications, un changement de périmètre et le passage d'une logique de vague à une logique de seuil. Donc, pour faire simple, Omnibus propose un reporting obligatoire limité aux seules entités de plus de 1000 salariés. Ces propositions sont actuellement en débat au Parlement européen avec un processus législatif qui pourrait se conclure soit en fin d'année 2025, soit début 2026. Et je vais y revenir dans quelques instants puisque ce sujet est au cœur des prochaines étapes politiques. L'autre série ici de propositions concerne la simplification des normes SRS, et je vais l'évoquer aussi, et de la réglementation taxonomie qui est au cœur de notre rendez-vous de ce jour. Alors, pour poursuivre, je vais vous dire donc quelques mots sur la loi Dadu. Vous allez voir que les slides qui suivent sont volontairement denses pour que vous puissiez vous y référer. Mais là, pour laisser une large part à la taxonomie, je vais juste mettre l'accent sur les éléments les plus significatifs. Sur la loi Dadu, donc je vous ai expliqué effectivement le report de 2 ans. Je vais simplement m'arrêter sur un autre point qui est la possibilité d'omettre dans le rapport de gestion déposé au greffe et sous certaines conditions des informations en matière de durabilité qui seraient de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société. J'attire votre attention sur ce point parce qu'il doit à terme faire l'objet d'un réexamen dans le cadre, alors initialement c'était prévu dans le cadre d'un projet de loi de simplification de la vie économique. Dans le contexte politique actuel, difficile de savoir à quel horizon cet article va être réexaminé, mais je voulais voilà, attirer votre attention sur ce point et vous inviter à la vigilance en attendant le réexamen du texte. Venons-en maintenant au calendrier Omnibus et donc faisons un focus sur la CSRD. Donc je voulais indiquer en fait sous peu en fait la directive Omnibus Content va être débattue au Parlement et ce qui est prévu c'est qu'il y ait un trilogue qui aboutirait au mieux en fin d'année, sinon au début de l'année 2026. Et donc, entre-temps, donc, on avait ce seuil de 2000 salariés. La proposition du Conseil avait introduit un autre seuil. Elle avait couplé ce seuil de 1000 salariés à un seuil de 450 millions de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, il y a d'autres chiffres qui circulent, notamment un chiffre de 2750 salariés, mais à ce stade, les débats sont politiques et il est vraiment trop prématuré pour prédire l'atterrissage de ce texte. J'espère qu'au moment de la conférence du mois de décembre, nous aurons voilà, le plaisir de pouvoir vous donner davantage de précisions sur la conclusion des débats omnibus. Si on élargit un petit peu le spectre, vous voyez qu'en complément de ces débats sur Omnibus Content, on a plusieurs autres rendez-vous. Plusieurs autres grandes étapes. Le quick fix sur lequel je vais revenir quelques instants. La taxonomie sur laquelle Anne et Imran vont s'exprimer. Et puis également la simplification des normes ESRS. Donc on a voilà, porté sur ce calendrier, cette frise chronologique, les étapes clés pour que vous puissiez vous y référer. Alors, poursuivons tout de suite par le quick fix. Non, voilà le quick fix. Effectivement, ce quick fix, il est important si vous êtes entreprise de la première vague, puisqu'il a pour objectif de réduire votre charge de reporting, d'augmenter la stabilité du cadre législatif pour les entreprises de la vague 1 et de ne pas demander aux entreprises de la vague 1 de publier des informations supplémentaires en 2025 et 2026 par rapport à 2024. Alors cet acte délégué Quick Fix prévoit que les mesures transitoires accordées en 2024 soient étendues en 2025 et en 2026. Ça peut être par exemple le cas des effets financiers anticipés.
Et donc, les entreprises de la vague 1 bénéficient également, au travers de ce quick fix, de la plupart des dispositions transitoires, notamment pour la possibilité d'omettre les informations prévues par ESRS E4 en matière de taxonomie, S2 sur les travailleurs dans la chaîne de valeur, S3 sur les communautés affectées, S4 sur les consommateurs et utilisateurs finaux, et ce, sans condition de seuil, puisque vous vous souvenez que ces possibilités d'omission étaient jusqu'à présent soumises à une condition de seuil de 750 salariés. Alors attention toutefois, hein, parce que ces omissions liées aux normes E4, S2, S3 et S4, elles sont soumises à conditions, et notamment le maintien de ces sujets dans l'analyse de matérialité et la fourniture d'informations simplifiées si ces normes sont jugées matérielles. Cet acte délégué s'applique aux exercices financiers ouverts à compter du 1er janvier 2025, et donc il n'est pas a priori possible de l'appliquer aux exercices qui font l'objet de clôtures décalées, par exemple 2024-2025. Si nous passons maintenant à l'actualité suivante, qui est la simplification des ESRS. Vous vous souvenez peut-être que l'EFRAG a reçu mandat pour simplifier les ESRS. Elle a publié le 31 juillet des exposure drafts. Ces exposure drafts sont actuellement en consultation jusqu'au 29 septembre, avec une finalisation attendue en novembre pour que la Commission européenne puisse ensuite proposer un acte délégué mi-2026. Dans le cadre de la révision des ESRS, et je crois qu'on le décrit sur le slide suivant, l'EFRAG a travaillé sur 6 principaux leviers de simplification. Et ces leviers ont pour objectif de répondre aux problématiques soulevées par Omnibus, en rendant le reporting de durabilité plus lisible, plus pertinent et moins contraignant pour les entreprises concernées. Donc, on a rappelé à l'écran les 6 leviers sur lesquels l'EFRAG a travaillé. Il s'agit, levier numéro 1, de la double matérialité. L'idée, c'est vraiment de recentrer l'analyse sur les informations réellement décisionnelles. Donc, le but, c'est d'éviter des exercices théoriques trop lourds et de permettre aux entreprises de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour elles et pour leurs parties prenantes. Le second levier, c'est la lisibilité et l'opérationnalité renforcée. Donc, les normes sont restructurées pour être plus intuitives, moins redondantes. Hein, l'objectif sous-jacent, c'est de faciliter leur appropriation par les équipes opérationnelles et de réduire le risque d'interprétation divergente. Troisième levier, la révision des exigences minimales. Et donc là, on passe d'une logique à une logique plutôt principle-based. Ces exigences deviennent plus souples, plus cohérentes, mieux alignées avec la réalité des entreprises. Levier suivant, la clarté et l'accessibilité. Le contenu est allégé, mieux structuré pour une lecture plus fluide, une meilleure compréhension par des non-experts et une réduction du temps passé à décrypter les normes. Il y a ensuite des révisions techniques ciblées pour lever un certain nombre d'ambiguïtés et alléger la charge de travail. Et puis également, et c'est le 6e levier, une interopérabilité renforcée avec l'ISSB. Donc un certain nombre de concepts, de langages sont harmonisés avec les standards internationaux, avec effectivement dans l'objectif de faciliter les synergies entre risk reporting financier et extra-financier et de réduire les doublons pour les groupes qui seraient multi-référentiels. Alors voilà, ces 6 leviers, ils ont pour ambition d'améliorer la compréhensibilité, la clarté, l'accessibilité des normes ESRS. Et à la droite de l'écran, on a repris quelques chiffres pour illustrer l'impact de ces leviers sur les futurs états de durabilité. L'EFRAG vise, comme vous le voyez, une suppression significative des points de données, la suppression de tous les points de données volontaires, donc tous ceux qui sont libellés mais également la suppression de 57% des points de données obligatoires.
Donc voilà, c'est un projet de révision qui est quand même assez important. Mais attention, attention, ces normes révisées ne seront applicables qu'une fois que le processus réglementaire européen sera achevé et sous réserve de la première application fixée par les textes. Donc à ce stade, ce ne sont que des projets et tout ça est loin d'être gravé dans le marbre. Autre point d'actualité en matière de reporting sur lequel Sonia a indiqué que nous allons revenir très largement, donc je ne vais pas le commenter en détail, c'est la recommandation de la Commission européenne portant sur la norme VSME, sur laquelle nous allons voilà, revenir très en détail à la fois sur cette recommandation, mais plus largement sur la norme VSME lors de la conférence dédiée de la semaine prochaine. Et peut-être dernier point pour conclure sur le slide suivant encore, voilà, puisque quelques autres étapes à venir en matière de durabilité, au-delà de ces questions de reporting, pour vous signaler qu'une enquête analyse coût-bénéfice sur les ESRS simplifiés s'est clôturée enfin, le 12 septembre. Et donc, d'ici le mois de décembre, nous devrions voilà, avoir les résultats de cette enquête qui s'adressait en priorité aux utilisateurs des données de durabilité et aux entreprises de la vague 1. Et puis, autre point qui est, lui, en matière d'audit et non plus de reporting, puisque le CEAOB devrait publier au 4e trimestre des lignes directrices ciblées sur l'émission d'assurance en matière de durabilité dans le cadre de la CSRD. Et donc, une brève consultation sur ces lignes directrices pourrait intervenir sur Q4. Donc, voilà, je vous invite à être attentif à ces publications prochaines. Et je passe tout de suite la parole à Anne et Imran pour balayer les simplifications relatives à la taxonomie. Merci beaucoup Sarah pour cette introduction très complète. Alors effectivement, maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet de la taxonomie. Donc on aura deux parties ce matin avec Imran. La première partie, c'est tout simplement faire un décryptage de la réglementation et la deuxième partie, c'est vous apporter des informations opérationnelles pour faire un retour sur les publications, donc avec du coup des messages pour cette année. Donc, en termes de réglementation taxonomie, Sarah l'a bien expliqué, on est dans une phase de deuxième année d'application de la CSRD et du coup, nous avons quand même des nouveautés réglementaires. Donc, vous avez entendu parler du Quick Fix qu'elle a évoqué, qui est le premier texte applicable aux états de durabilité. Et on a un deuxième texte qui est applicable du coup à cet exercice, c'est l'acte délégué sur la taxonomie. Donc c'est un nouvel acte délégué à la taxonomie qui est lui aussi dans le cadre d'Omnibus, qui vise à simplifier et qui permet un certain nombre de choses qu'on va redescendre ensemble. Donc peut-être un petit mot général dessus, c'est est-ce qu'on est sur une révolution de la taxonomie pour cet exercice? La réponse est non. On est dans cette deuxième année dans une phase de stabilisation. Cet acte délégué, il vise à simplifier. Ils ont fait une partie du chemin, mais le chemin reste encore assez long vers la simplification de la taxonomie. Et donc là, ça apporte des possibilités qui sont bienvenues, mais qui ne sont pas révolutionnaires. Voilà. Donc, si on rentre dans le sujet en termes d'application et de date d'application, donc cet acte délégué taxonomie, il est applicable à partir des publications au 1er janvier 2026. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'exercice là, FI 25, on est censé l'appliquer, mais malgré tout, on a la possibilité de continuer à appliquer la réglementation existante. Donc au 31 décembre 2025. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement que les entreprises, elles vont avoir la possibilité de rien changer du tout pour le reporting 2025 et donc de rester sur les règles actuelles. D'accord? Malgré tout, comme il y a des dispositions intéressantes, il y a quand même pas mal de discussions sur la place en ce moment. Voilà. Cet acte délégué, petit mot, il est toujours sous scrutiny période.
Normalement, c'est assez administratif et du coup, elle était de 4 mois plus 2 mois supplémentaires possibles. Et ça durera pour reporter avant la publication au journal officiel. Et cette scrutiny période, de mémoire, les 4 plus 2 nous faisait arriver vers au maximum début janvier 2026, je crois. Voilà. Donc, on peut passer au slide suivant. On a vu les dates. Maintenant, voyons le contenu. Donc là, on va avoir une vue hélicoptère. On a ces amendements taxonomie pas révolutionnaires, mais bienvenus, avec peut-être 3 choses principales. 1, l'introduction d'un seuil de matérialité de 10%. On va revenir sur qu'est-ce que ça veut dire en pratique. 2, des templates simplifiés. Pareil, on va revenir sur le décryptage de ces templates et qu'est-ce que ça change. Et ensuite, la simplification du DNSH pollution avec quelques ajustements bienvenus, mais malgré tout, toujours des complexités dans ce DNSH. Et puis, il y a aussi des mesures spécifiques pour le secteur financier qu'on a également mentionnées, et on reviendra dessus. Je profite de ce slide, malgré tout, pour dire, on a fait un bout du chemin et le chemin est encore long. Dans tout le dispositif Omnibus, évidemment, à suivre, comme Sarah l'a dit, il y a le dispositif Content, donc qui touche au scope CSRD et éventuellement aussi du coup au scope taxonomie, donc ça c'est à suivre. Puis dans les projets de directive, il y avait malgré tout des notions qui étaient proposées dans la directive Omnibus qu'il va falloir suivre lors des négociations CSRD et taxonomie. Donc, ils avaient éventuellement l'idée d'introduire un alignement partiel, la possibilité d'un alignement partiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais reporter sur la taxonomie en précisant si je remplis que certains critères et pas tous, par exemple. Voilà. Et ensuite, et c'est là-dessus que je veux insister, c'est le dernier gros morceau, c'est que le gros sujet sur la taxonomie et la fin du chemin assez long, c'est la révision des critères techniques. Donc là, on fait un bout du chemin avec une simplification des templates, l'introduction d'un seuil, quelques simplifications du DNSH pollution, mais le gros sujet, c'est la révision des critères techniques. C'est prévu, mais ça arrivera plus tard. Voilà. On peut passer du coup au calendrier. Alors, comme il y avait une grosse frise avec plusieurs textes, on vous a remis la frise uniquement sur la taxonomie. C'est exactement ce que je viens de dire. On a une application du coup à compter des publications en 2026. Donc, ça veut dire plutôt exercice FI 25 et on reviendra sur la subtilité concernant les clôtures décalées tout à l'heure. On a une slide dessus. En termes de documents de cet acte délégué, on a basiquement 4 choses. Le règlement délégué, OK. Les annexes, OK. On commence à être habitué. Il y a le système de Q&A de la commission, très bien. Et puis, il y a des exemples illustratifs de templates remplis. Alors ça, c'est quand même un effort et c'est intéressant parce que les templates sont remplis. Donc, c'est un effort de la commission. Le seul petit point, c'est qu'il y a quand même quelques coquilles de remplissage des templates. Alors, rien de dramatique, et notamment sur des sujets de pourcentage et des sujets d'adaptation. Alors, je fais une mini parenthèse, mais si jamais vous avez noté le point, dans l'adaptation, il y a eu du chiffre d'affaires comptabilisé pour des activités qui ne sont pas habilitantes. Donc, ça, c'est une coquille qu'on a remontée aussi de notre côté. Voilà. Maintenant, si on redescend point par point les sujets, et encore une fois, on prendra le temps de revenir sur chacun. Donc, on vous a fait une vision avant-après dans ce tableau qui peut être assez utile. Donc, avant, dans la taxonomie, on n'avait pas d'introduction de ce concept de matérialité, sauf pour les OPEX, et d'ailleurs, ce principe demeure. Donc, on n'avait pas d'introduction de seuil de matérialité. Donc, la nouveauté, c'est la possibilité d'avoir un seuil de matérialité. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un seuil de matérialité? Ça veut dire qu'il y a un seuil. Si on ne le dépasse pas, on a le droit de ne pas analyser certaines activités. Donc, on a le droit de ne pas faire le boulot, d'accord? Et sous certaines conditions. Comme on a un slide dédié à ça, je me permets pour l'instant de ne dire que ça et on va rentrer dans les détails. Voilà. Et retenez aussi que ce qui existait comme système sur les OPEX demeure, mais j'en redirai un mot tout à l'heure. Ensuite, du coup, remplacement des templates. On rentre progressivement dans les sujets. Donc, on avait des templates assez longs, avec également des tableaux spécifiques à publier pour les sujets gaz et nucléaire, etc. Donc là, on remplace par 2 tableaux, un tableau synthétique
avec les 3 KPI, un tableau détaillé par activité par KPI. Et du coup, on a ce tableau synthétique, ce tableau détaillé, sachant qu'ils ne se remplissent pas de la même manière et qu'on introduit à l'intérieur de ça un nouveau ratio qui est activité alignée sur activité éligible. Et comme je l'ai dit, on supprime les tableaux gaz et nucléaire. On vous montrera les templates avec des messages importants sur chaque tableau. Le critère DNSH, alors là, c'était le sujet DNSH pollution, il a quand même agité bien la place l'année dernière. Est-ce que ça règle tous les problèmes? Ce qui est proposé, non. En revanche, ça en règle quand même certains. Donc, on vous montrera du coup dans le slide ce qui change. Pareil, on a un slide dédié. Ce que je vous propose, c'est donc on a le slide juste après qui est sur le secteur financier. Ce secteur financier, on a regardé, on a l'impression que là, dans la conférence, il y a peu de personnes, donc on vous laisse le slide, on ne va pas le commenter spécifiquement. Il faut quand même savoir que sur le secteur financier, c'est quand même un peu plus structurant que pour les corporates, parce que notamment, il y a aussi des dispositions comme des décalages dans le temps d'application de ratios, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, on va rentrer dans les applications pratiques. Donc, vous voyez, pour faire de la pédagogie, on a soulevé quelques questions concernant des choses qu'on reçoit en ce moment pas mal de notre côté de la part des clients. Alors, il y a peut-être des questions qui vont paraître trop basiques pour certains, mais allons-y, c'est pas grave. Donc, premièrement, est-ce que ce seuil de 10% est à appliquer par KPI ou sur l'ensemble en même temps? Donc, évidemment, ce seuil de 10%, il s'applique par KPI. Donc, c'est un seuil de 10% chiffre d'affaires, un seuil CAPEX, etc. Et on verra d'ailleurs que c'est en cumulé. D'accord ? Ensuite, je fais en colonne. Si j'ai des activités éligibles qui font moins de 10%, est-ce que je peux ne plus rien faire sur la taxonomie? Ploup, je la coupe, elle disparaît de mon état de durabilité. Ben, la réponse est non. Il va toujours falloir continuer à publier notamment l'explication et les templates à zéro, mais du coup, il faut continuer à publier un minimum de choses pour expliquer pourquoi on publie plus grand-chose. Voilà. Ensuite, le seuil des 10% s'applique pour l'éligibilité et pour l'alignement. En fait, finalement, pour traduire cette question, ce qu'on nous demande, c'est regardez, moi j'ai moins de 10% d'alignement, donc c'est bon, je passe le seuil. Bah, la réponse est non. Là, on verra qu'on est plutôt sur une notion d'activité économique au démarrage de l'analyse. Ensuite, est-ce que je peux utiliser les nouveaux templates? Est-ce que je suis obligée d'utiliser les nouveaux templates? Vous l'avez bien entendu au démarrage de nos explications sur la taxonomie. C'est pas du coup obligatoire dès cette année. Donc, on a la possibilité de continuer à appliquer l'ancien référentiel. Par contre, du coup, je passe à la question qui est juste qui va avec celle-là qui est juste à côté, c'est est-ce que j'ai le droit de faire du cherry picking et appliquer quelques dispositions du nouveau règlement, mais quelques dispositions de l'ancien? Là, la réponse est non. C'est soit on prend le package du texte d'avant, soit le package du nouveau texte. Voilà. Et ensuite, le sujet des clôtures décalées. Il est important, alors là on l'a posé sous l'angle des templates, mais finalement Sarah a tout à l'heure évoqué le sujet du quick fix. Sur le sujet de la taxonomie, comme on est sur une application à compter des publications à partir de janvier 2026, et c'est pareil, nos clôtures décalées qui publieraient avant, nos clôtures décalées 24-25 qui publieraient avant le 1er janvier 26 ne pourraient pas appliquer ce nouveau texte. Voilà. Donc vous avez vu, on prend le temps de rentrer dans les sujets. Ensuite, on a posé la question sur l'application du seuil de 10%. Donc j'ai dévoilé pas mal de choses avec mes petites questions là, mais donc comment s'applique ce seuil des 10%? Vous l'avez entendu. On est KPI par KPI et je l'ai dit tout à l'heure, ça s'applique en cumulé. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une activité qui peut être considérée comme non matérielle si la valeur cumulée des activités, entre guillemets, qu'on ne va pas analyser est inférieure à 10% du KPI, que ce soit le KPI chiffre d'affaires, le KPI CAPEX ou OPEX.
Voilà. Donc, c'est chaque KPI à analyser de manière indépendante. Je fais juste un petit caveat parce que dans le règlement, alors c'est pas dans le règlement, c'est dans les recitals, il y a une introduction de notion de harmful activities. Je vais caricaturer et le dire avec mes mots, mais ce que ça introduit d'une certaine manière dans les considérants, c'est de dire attention, ce que je ne vais pas analyser dans les 10%, il faut quand même que je fasse attention à ne pas mettre sous le tapis des harmful activities. Donc, c'est un peu une espèce de boussole quand même pour les entreprises de se dire, bon, bah, quand on fait du pas analysé, il ne faut quand même pas que cette boussole elle nous mène à cacher des harmful activities. Voilà. Donc, on ne le retrouve pas dans le règlement, mais je trouve que c'est quand même un éclairage intéressant. Ensuite, les conditions pour bénéficier de cette exemption avec le seuil de matérialité, c'est que pour ces activités non matérielles, il va falloir publier dans la note taxonomie des informations sur le secteur économique de ces activités non matérielles et faire une explication de texte sur leur absence de matérialité. Voilà. Ensuite, on a fait un petit exercice pédagogique. Alors, je vais aller rapidement parce qu'on a vraiment été gentil avec vous là. On a fait un cas pratique sur le sujet pour dire, regardez, on a du coup des activités avec différents KPI et puis finalement, on se retrouve avec 8% du chiffre d'affaires et 15% des CAPEX. Et est-ce que l'activité B, elle peut être considérée comme étant matérielle ou non matérielle? La conclusion, c'est attention, on a 2 ICP et 2 analyses différentes. Donc, dans un cas, oui, et dans l'autre cas, non. Voilà. Ensuite, on continue. Voilà, donc ça, c'était notre sujet des seuils. On passe au sujet du DNSH pollution. Alors, le sujet du DNSH pollution, alors vous le voyez, c'est écrit en petit, mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que ce DNSH pollution, pour rappel, il y a des critères qui viennent dire, selon la nature des règlements et la nature des substances, vous avez le critère A, le critère B, le critère C, le critère D, etc., jusqu'à F', d'accord? Et tout ça, dans ce DNSH pollution, on nous dit, voilà les substances à analyser et à vérifier pour valider ou non ce DNSH pollution. Donc, qu'est-ce qui change? Déjà, il était compliqué, ce DNSH pollution, parce que très hétérogène dans les critères et parce que assez difficile à mettre en place. Est-ce que cette complexité disparaît complètement? La réponse est non. On a de la complexité qui demeure. Maintenant, on a quand même de la simplification. Cette simplification, elle démarre par, ils ont supprimé le dernier paragraphe qui s'appelait le paragraphe F' et qui du coup permet aux entreprises de ne plus avoir à analyser l'ensemble des substances du règlement CLP. Donc, ça supprime quand même un certain nombre de substances à analyser, ce qui est plutôt bienvenu. Ensuite, on a toujours les autres lettres à analyser. Et donc, sur les autres lettres, peut-être quelques éléments de points d'intérêt sur la simplification du DNSH pollution. Donc, si on vous a mis en jaune notamment le critère C. Le critère C, pour rappel, on est sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Et dans ce règlement sur ces substances, dans le règlement en lui-même de ce règlement sur la couche d'ozone, il y a des exemptions, d'accord? Elles sont comprises dans ce règlement. Et donc, dans la taxonomie, ces exemptions, elles ne sont pas toutes reprises. Et donc, dans la taxonomie, on a des substances qui ne doivent pas être reportées parce qu'elles sont exemptées. Et donc, ça fait référence notamment aux substances de l'annexe 1, à certaines substances de l'annexe 2 et à des substances qui sont utilisées dans les extincteurs à destination de l'aviation. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on retient de ce critère C? C'est qu'il y a un assouplissement, mais qui n'est pas maximum et qui est limité, du coup, à ce qui est listé et mis en jaune ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on remarquait également côté taxonomie avec la difficulté de ce DNSH pollution, c'est que pour chaque critère, une analyse était différente. Il y avait de l'hétérogénéité. Donc, certains permettaient d'utiliser des exemptions comprises dans le règlement lui-même, comme ce que je viens de citer pour la couche d'ozone, et certains autres non. D'accord? Donc là, de la même manière, pour le critère D, qui est relatif à la directive RoHS, le DNSH
Et maintenant, en lien avec la réglementation européenne, il n'y a plus de divergence. Donc là, on parle de substances comme le plomb ou le cadmium, par exemple. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est qu'on garde toujours certains critères, donc comme les critères du point A qui sont relatifs au règlement POP, donc comme les PFAS par exemple, ou le règlement sur le mercure, le critère B par exemple. Et bien là, pour le coup, l'appendice C du DNSH pollution ne reprend pas en compte les dérogations prévues par les réglementations européennes elles-mêmes pour ces 2 points. Bon, donc moi-même, j'ai été relativement complexe dans ce que je viens de dire, mais ce qu'on retient, c'est oui, ça aide, mais non, ça aide pas complètement. Et oui, on continue à avoir des choses qui sont en divergence de la réglementation sur la substance elle-même dans la taxonomie. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, dans les questions qu'on posait, ces clarifications réduisent-elles la charge sur ce reporting DNSH? Je pense que j'ai fait la synthèse juste avant. Et donc, est-ce que respecter la réglementation européenne sur une substance, c'est la même chose que respecter le DNSH? Normalement, si vous avez suivi ce que j'ai déroulé sur chacun des critères tout à l'heure, eh ben, vous comprendrez que pour certains critères, c'est oui, pour d'autres critères, c'est non. Voilà. Est venu le temps des templates. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur les templates? Les templates, déjà, il y en a 2, d'accord? Donc là, on vous montre le premier template. Et ce premier template, c'est un tableau synthétique qui regroupe, vous le voyez, on vous a entouré en rouge, les données pour chaque KPI. Dans ce template, il faut retenir que donc c'est une synthèse des 3, on retrouve nos colonnes avec nos différents objectifs environnementaux, jusque-là tout va bien. Et dans ce template, c'est comme avant, on n'a pas le droit d'avoir des doubles comptages. Donc il faut affecter au KPI le plus pertinent, d'accord? Et on a entouré ici la nouvelle colonne avec la part des activités non matérielles, donc qui est complètement en lien avec ce qu'on a expliqué sur le seuil des 10% et la part not assessed, donc non analysée. Voilà. Ensuite, on a du coup le deuxième tableau, qui est un tableau détaillé par KPI, qui va être à dupliquer pour chaque KPI. Dans ce tableau-là, vous voyez qu'on vous a entouré un certain nombre de choses. Alors, vous voyez les lignes par activité. Ensuite, il y a la somme de l'alignement par objectif. Et ensuite, il y a le total qui est chiffre d'affaires, CAPEX, OPEX. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? C'est que, attention, dans la dernière ligne, le double comptage n'est pas autorisé. En revanche, l'objectif de ce tableau, c'est quand même de montrer la contribution à chaque objectif. Donc, selon les lignes, soit on montre la contribution à plusieurs objectifs, soit, par exemple, dans le total à la fin, on ne fait pas de double comptage, d'accord? Donc, il faut faire attention à la manière dont on remplit ce template. Je pense qu'on peut aller sur chaque zoom, parce qu'on vous a fait des petits zooms. Donc, donc là, on revient sur le tableau synthétique. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que là, le pas de double comptage était très clair et on vous a mis la synthèse. Je pense qu'il vaut mieux qu'on aille, du coup, ensuite, les activités not assessed, ça, c'est toujours le template 1. On vous a fait le zoom sur la colonne not assessed. Voilà. Ensuite, on peut aller voilà, sur les zooms du tableau numéro 2. Et alors là, vous voyez que du coup, on a la ligne Sum of Alignment per objective. Et donc, on est bien sur la somme des activités alignées pour chaque objectif environnemental. Le cas échéant, on peut avoir du coup du double comptage sur cette ligne si on a du multi-objectif. Voilà. Et attention, dans les autres parties, comme je le disais, il y a des choses qu'on ne peut pas double compter. Donc là, pas de double comptage sur la ligne, notamment la dernière sur le total. Voilà. Ensuite, dans les zooms qu'on vous a fait également, on a ce nouveau ratio. Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui est introduit sur la valeur des activités alignées par la valeur des activités éligibles. C'est un ratio qu'on n'avait pas avant et qui est quand même intéressant parce qu'il donne une vision différente. Le seul point d'attention peut-être dans la manière dont on va aussi communiquer dans les notes taxonomie, c'est
d'avoir une communication qui soit claire et transparente, parce que forcément, le ratio d'alignement n'est pas le nouveau ratio aligné sur éligible, et du coup, il faut faire attention à la manière dont on les présente et que ce soit bien transparent. Voilà. Voilà, donc je pense qu'ensuite, on a la taxonomie et ensuite, quand on a démarré tout à l'heure la conférence, j'ai dit on a fait un bout du chemin, mais il reste un morceau du chemin encore. Et donc, dans ce morceau du chemin, on a la directive Content, comme je l'ai dit, avec des discussions sur les seuils pour la CSRD et pour la taxonomie. Il y avait en discussion des sujets de reporting volontaire ou non sur la taxonomie, mais tout ça, il va falloir attendre que la directive Content se déboucle pour savoir où on atterrit en termes de seuil. Il y avait cette notion d'alignement partiel que j'ai rappelé tout à l'heure. Et ensuite, on a le gros morceau avec la commission qui prévoit de réviser les critères techniques, que ce soit des critères de contribution substantielle ou des critères de DNSH. On a vu qu'ils ont fait une partie du chemin avec les critères du DNSH pollution et encore pas tous. Donc tout ça est à suivre attentivement. Peut-être un petit mot avant de passer la parole à Imran, c'est que Sarah évoquait tout à l'heure les projets d'actes délégués ESRS qui sont du coup toujours en consultation, encore pour très peu de temps, mais en consultation. Dans ces projets de révision des ESRS, il y a un certain nombre de simplifications proposées, notamment ce qui s'appelle des reliefs applicables, qui seront applicables s'ils sont maintenus dans le texte définitif à l'état de durabilité pour les ESRS. Et notamment, je donne un exemple parce qu'on en a beaucoup parlé dans le comité, là, à la commission durabilité, des reliefs sur les temps de progressivité lorsqu'on fait par exemple une acquisition. Donc, quand on fait une acquisition, dans les exposure drafts sur les ESRS, il est proposé d'avoir de la progressivité pour comptabiliser cette acquisition dans l'état de durabilité. Là, ce qu'on voulait soulever en fin de conférence technique, là, c'est de dire attention, on a deux types de textes. On a la taxonomie, et la taxonomie, les textes sont notamment travaillés par la plateforme Finance Durable. Les ESRS, c'est les FRAG qui proposent à la commission. Donc on a deux instances qui font du travail. Et là, on voit, et c'est un point qu'on a complètement remonté à la CNCC, de dire, on peut avoir une décorrélation dans les dispositions dans les textes, parce que si on se retrouve avec des dispositions transitoires qui sont bienvenues, côté ESRS, quid de la taxonomie qui n'est pas rédigée pareil, voilà, à un moment, il va peut-être, en tout cas, falloir se poser des questions, faire des ponts, voilà, en tout cas, remonter le problème. Sachez que ça a été identifié et remonté. Donc, comment on traite les sujets de taxonomie, sachant qu'il y a des textes à part avec des FAQ déjà existantes. Il ne faudrait pas se retrouver à devoir reporter la taxonomie alors qu'on a de la progressivité sur le reste. En tout cas, le problème est soulevé. Voilà. Imran, je vais te laisser la parole. Oui, merci beaucoup Anne pour ce décryptage. On va pouvoir donc passer au retour d'expérience. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé les publications de l'an passé, donc au titre de 2024, dans la même veine que les années précédentes. Et l'objectif aujourd'hui, c'était de vous faire part des constats principaux en un petit quart d'heure et vous donner donc accès à la documentation pour que vous puissiez bien naturellement aller plus loin. Si on passe à la slide suivante, déjà en termes de périmètre, cette étude, c'est une étude qu'on réalise tous les ans. Elle englobe 54 entreprises, donc françaises, et qui couvre 14 secteurs, et volontairement donc exclut le secteur financier qui fait l'objet d'études séparées parce que pour le coup, les KPI au titre desquels communique le secteur financier sont distincts de ceux au titre desquels communiquent les corporates. Donc dans ces 54 rapports annuels, vous retrouverez notamment les entreprises du CAC 40 et du Next 20. En termes donc d'indicateurs clés, déjà sur la première slide, alors il y a pas mal d'indicateurs, on va essayer de les reprendre un à un. Le plus important, peut-être que c'est le premier finalement, c'est la part des entreprises qui analysées, qui ont publié de l'alignement non nul. Donc concrètement, c'est toutes les entreprises que si on additionne le chiffre d'affaires, les CAPEX et les OPEX, ont à minima publié, analysé de l'alignement au titre d'une activité. Et on voit que ce pourcentage continue de croître. Il passe de 87% l'année dernière à 91% cette année. Et cette hausse de 4 points, finalement, elle est quand même super importante parce que plus on s'approche du 100% et plus on arrive sur des entités soit qui n'avaient pas la maturité pour du coup répondre à tous les critères de la taxonomie
ou qui n'avaient pas encore pu mettre en place ou qui étaient justement sur des activités plus compliquées. Donc, on voit finalement que les entreprises continuent à faire des efforts pour faire les analyses au titre de l'alignement. Les deux autres graphiques à côté, on va revenir en dessus un peu plus en détail, mais ce qu'on voit, c'est que parmi les entreprises qui ont publié donc au titre de l'éligibilité et qui ont donné une éligibilité qui était non nulle, ces pourcentages commencent à stabiliser avec une moyenne de 45% du chiffre d'affaires et une moyenne de 54% des CAPEX. Et pour l'alignement, on voit que ces pourcentages continuent à augmenter en passant de 19 à 22% pour le chiffre d'affaires et en passant de 21 à 22% pour les CAPEX. Si on prend maintenant les chiffres qui sont en bas, il y a déjà la moyenne du nombre de pages. Alors, c'est une moyenne en enlevant les tableaux réglementaires, c'est purement les pages narratives au titre de la taxonomie. Cette année, on atteint 5 pages. Ces 5 pages, ils sont en baisse par rapport à l'année dernière, on était plutôt à 7. Mais quand on regarde de plus près, cette baisse, ça s'explique notamment par le fait qu'on était dans la première année au titre de l'état de durabilité et que les émetteurs maintenant commencent du coup à tous bien connaître la taxonomie. Et donc, en fait, on voit surtout que les pages qui ont été retirées, c'est toutes les parties introductives sur l'explication de ce qu'est la taxonomie, qui prenaient quand même une grosse partie de la taxonomie, pour se concentrer justement sur les hypothèses clés qui ont pu être retenues dans le cadre de leur détourage d'éligibilité et d'alignement. La statistique en bas au milieu, c'est une statistique aussi qu'on suit depuis quelques années et qui est assez stable. On est à 78% versus 82 l'année dernière. C'est la manière dont les entreprises analysent les minimums safeguards. À ce titre-là, il y a la plateforme sur la finance durable qui a sorti un rapport qui préconisait de se baser sur les 4 thématiques suivantes que sont le droit de l'homme, la lutte contre la corruption, la fiscalité et le droit de la concurrence pour analyser leur minimum safeguard. Et on constate que ça reste donc finalement une pratique de place, notamment en France, que de se baser sur ce rapport de la plateforme de la finance durable pour analyser les minimums safeguard. Et enfin, la dernière statistique clé qu'on trouve sur cette slide avant de rentrer plus en détail, c'est une statistique nouvelle. Comme vous le savez, c'était la première année de l'état de durabilité. Et ce qu'on a constaté, c'est que parmi les entités qui ont présenté un plan de transition, 67% ont fait un lien avec leurs indicateurs au titre de la taxonomie. Si on rentre maintenant un peu plus dans le détail dans la slide suivante, on va d'abord regarder l'éligibilité. Ici, on compare les chiffres européens et les chiffres français. Ce qu'on voit, c'est que globalement, les pourcentages d'éligibilité en France sont assez corrélés avec les pourcentages européens, sachant qu'ensuite, il peut y avoir des disparités au sein des secteurs, comme on va le voir, mais que globalement, ils sont assez près. Donc, en France, on est sur une éligibilité de 45% du chiffre d'affaires, là où au niveau européen, on est à 43%. Pour les CAPEX, on est légèrement au-dessus en France avec 54% versus 47%. Et cette hausse, finalement, en France s'explique notamment par le fait que les entreprises françaises détournent mieux ce qu'on appelle les mesures individuelles, donc les CAPEX qui ne sont pas en lien étroit avec leur activité. Et sur les OPEX, on va revenir dessus. En France, on est à 53% d'éligibilité versus 46% en Europe, ce qui est notamment expliqué par le fait qu'en France, il y a plus d'entreprises qui utilisent l'exemption de matérialité. Donc, les entreprises qui communiquent au titre des OPEX ont donc de manière naturelle un pourcentage plus élevé. Globalement, par rapport à l'année passée, ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même une stabilisation des pourcentages, qu'on regarde au niveau européen ou français. Et cette stabilisation, elle s'explique naturellement par le fait qu'il n'y a pas eu d'ajout de nouvelles activités au titre de l'éligibilité cette année. L'année dernière, on a atteint donc le full set au titre de l'éligibilité pour les 6 objectifs environnementaux. Et que naturellement, pour que ce pourcentage puisse continuer à croître, il faut attendre que la Commission européenne ajoute donc de nouvelles activités. Et j'ai vu notamment dans le chat qu'il y avait une question justement par rapport à ça. En termes de calendrier, alors encore une fois, c'est un calendrier qui est théorique, c'est celui qui est proposé par la Commission européenne à date. L'objectif, c'était de proposer donc les premières simplifications qu'Anne a illustrées plus tôt cette année, de continuer l'année prochaine sur des simplifications plus axées sur des activités précises, donc sur les critères de contribution substantielle et les DNSH. Dans leur calendrier théorique, donc la Commission européenne préfère d'abord sortir ces simplifications sur les activités existantes avant de donc, proposer de nouvelles activités dans le calendrier qui serait plutôt dans 2 ans. Donc naturellement, on s'attend à une stabilisation de ces pourcentages d'éligibilité d'ici là. Si on passe à la slide suivante, qui elle, du coup, fait un focus sur l'alignement. Comme j'ai pu vous le dire, sur l'alignement, on a donc les pourcentages qui continuent à accroître légèrement par rapport à l'année passée. Et cet accroissement des pourcentages d'alignement, il s'explique par 2 facteurs. Le premier, c'est l'entrée en vigueur des 4 autres objectifs. Là où l'année dernière, les entreprises avaient communiqué au titre de l'éligibilité pour les 4 autres objectifs, cette année, c'est la première année où les entreprises communiquent sur leur création de valeur globale au titre de la durabilité et donc en publiant de l'alignement au titre des 4 objectifs.
Et en plus de ça, on a également donc les entreprises qui continuent à perfectionner leur process pour pouvoir communiquer au titre de l'alignement pour les 2 objectifs historiques. C'est ce qui explique cette hausse. Sur la base de ce que je vous ai dit sur la slide juste avant, logiquement, ces pourcentages d'alignement devraient continuer à croître dans les années à venir parce que la Commission européenne devrait simplifier justement des critères sur les différentes activités pour l'année prochaine, modulo justement l'impact de l'introduction du concept de maternité pour lequel on ne peut pas encore mesurer l'impact et pour lesquels on aura donc un premier REX à vous partager l'année prochaine. Après vous avoir donné cette vision macro, si on passe sur la slide suivante, sur ce graphique, c'est plutôt une vision sectorielle qu'on vous donne. En fait, sur ce graphique, on positionne les principaux secteurs qui publient au titre de la taxonomie avec le chiffre d'affaires en abscisse et les CAPEX en ordonnée. Avec dans ce premier graphique une analyse au titre de l'éligibilité. Ce qu'on constate, grosso modo, c'est qu'il n'y a pas de grosses variations au sein des secteurs sur l'éligibilité, ce qui s'explique par le fait qu'on est sur une base stable par rapport à l'année dernière, comme j'ai pu le dire. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours le secteur real estate, par exemple, qui est en haut à droite avec des pourcentages d'éligibilité très élevés, que ce soit sur les chiffres d'affaires ou les CAPEX. Au milieu, on retrouve l'healthcare, qui est un secteur qui a un fort taux d'éligibilité, notamment depuis l'année dernière, parce qu'ils sont captés par du coup l'objectif pollution, et le secteur industriel qui est un peu plus large. Et enfin, ensuite, on a un bucket avec les services, les énergies et l'automobile. On s'attendrait à ce que l'analyse soit légèrement différente donc pour l'alignement sur la slide suivante, parce que comme je vous l'ai dit, on vient d'introduire donc l'alignement aux 4 autres objectifs, mais finalement, ce qu'on constate, c'est que oui, il y a des divergences dans les pourcentages au sein des différentes activités, mais en soi, les buckets restent à peu près les mêmes. Le seul secteur finalement qui était très peu présent l'année dernière et qui est bien représenté cette année, c'est le secteur des services, qu'on voit un peu au milieu de la slide avec du coup des pourcentages d'alignement moyen de 30% sur les CAPEX et plutôt de 38% sur le chiffre d'affaires, là où l'année dernière, ils étaient tout en bas, proche des 0%. Et donc, le constat qu'on peut tirer ici, c'est que finalement, dans les autres secteurs, l'impact des 4 autres objectifs, il reste quand même moindre. Et c'est uniquement dans le secteur de services, on a vu un gros jump finalement sur l'alignement cette année. On a du coup, pour illustrer ça, fait une analyse un peu plus approfondie par objectif sur la slide suivante. Si on va dessus, qu'est-ce qu'on voit ? Sur ce graphique, ce qu'on voit, c'est qu'on a 2 courbes par objectifs environnementaux. À chaque fois, la première, la bleue, c'est le nombre d'activités au titre desquelles, dans un objectif, les entreprises ont communiqué. Et la deuxième courbe à côté, c'est le nombre d'entreprises qui ont communiqué au titre de cet objectif. Si on commence par la première, l'atténuation du changement climatique, ce qu'on voit, c'est que toutes les entreprises du scope analysé ont publié au titre de cet objectif. Donc 100% des entreprises ont déclaré de l'éligibilité au titre de l'atténuation du changement climatique, que ce soit au titre du chiffre d'affaires, des CAPEX ou des OPEX, à minima sur l'un de ces KPI. Et ça s'explique notamment par le fait que c'est un objectif qui est historique et qui présente le plus grand nombre d'activités au titre desquelles on peut être éligible. Au total, il y a de l'éligibilité qui a été déclarée au titre de 82 activités différentes pour cet objectif. Ensuite, on a l'objectif atténuation, qui est le deuxième objectif au titre duquel on a le plus grand nombre d'activités déclarées, avec 58. Par contre, sur un nombre d'entreprises qui est bien plus restreint, 25, et ça s'explique par plusieurs facteurs, notamment, le premier, Anne en a parlé un peu juste avant, c'est que pour pouvoir déclarer du chiffre d'affaires au titre de l'objectif adaptation, il faut avoir une activité habilitante, ce qui n'est pas le cas de toutes les activités au titre de la taxonomie. Et le deuxième filtre, c'est que contrairement aux autres objectifs, pour être éligible au titre de l'adaptation, il ne suffit pas de respecter la description de l'activité. En plus de ça, il faut avoir fait une analyse des risques climatiques et avoir un plan d'adaptation prévu, ce qui restreint quand même le nombre d'entreprises qui reportent au titre de cet objectif. Et comme on peut le voir juste à côté, au titre des 4 autres objectifs, finalement, ceux au titre desquels on a communiqué pour la première fois de l'alignement cette année, on a l'objectif économie circulaire qui sort un peu du lot, parce qu'on a quand même 29 entreprises qui ont publié au titre de l'éligibilité de manière générale sur cet objectif, donc soit 54% des émetteurs, et ce, malgré le fait qu'il n'y ait que 20 activités au titre desquelles ils aient publié. Ce qui montre qu'on est quand même sur un objectif cross-sectoriel avec des activités qui concernent plusieurs entreprises qui sont dans les secteurs différents. Par contre, pour les 3 autres objectifs environnementaux, on voit qu'il y a très peu d'entreprises à chaque fois, 6 pour l'eau, 9 pour la pollution et 5 pour la biodiversité qui ont communiqué au titre de ces objectifs. Et ça s'explique naturellement par le fait qu'il y ait très peu d'activités aujourd'hui présentes dans les annexes de ces objectifs. On voit notamment au titre de la biodiversité qu'il n'y a que 2 activités par exemple, ce qui restreint naturellement le scope.
Une fois qu'on a donné cette vision, sur la slide suivante, vous voyez donc les pourcentages d'éligibilité moyens par objectif et les pourcentages d'alignement moyens. Logiquement, avec ce qu'on vient de présenter juste avant, l'objectif qui a les pourcentages d'éligibilité les plus élevés avec 44% et d'alignement les plus élevés avec 25,7%, c'est l'objectif d'atténuation au changement climatique. Ça s'explique par le fait que c'est l'objectif historique et que c'est celui qui couvre le plus grand nombre d'activités, comme on vient de le voir. Pour les autres objectifs, en revanche, on a des messages qui sont un peu différents. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un objectif économie circulaire et pollution avec des taux d'éligibilité d'un quart, donc de 26 à 27%. À côté de ça, par contre, on a des pourcentages d'alignement qui sont très bas, que ce soit sur l'objectif adaptation, l'objectif pollution ou l'objectif biodiversité. Et ça, finalement, ça s'explique par la complexité des critères. Si on regarde typiquement la pollution, une grosse partie de l'éligibilité vient du secteur healthcare avec l'introduction des activités autour de la fabrication de médicaments. Et quand on regarde les critères finalement d'alignement, on voit que les pratiques qui sont demandées sont quand même loin des pratiques sectorielles actuelles, ce qui explique que finalement l'alignement dans ce secteur est quasiment nul. Pour l'adaptation, ça vient de la complexité des critères. Également, pareil pour la biodiversité, où finalement on a 0% d'alignement cette année, compte tenu de la décorrélation entre les critères et les pratiques de secteur adaptent. Voilà les quelques messages clés sur cette slide. Si on passe sur la suivante, voilà. On a voulu faire un petit focus sur le plan de transition, justement, qui est la nouveauté de la période. Comme je vous le disais, dans les états de durabilité des 54 entreprises qu'on a analysées, 83% des entreprises ont présenté un plan de transition et parmi ces 83%, 67% ont fait un lien avec leurs indicateurs au sens de la taxonomie. Alors ce lien, pour cette première année, il est très hétérogène. Certains ont fait un renvoi vers la section taxonomie, d'autres ont développé de manière qualitative et d'autres de manière quantitative. On s'attend à ce que justement ce lien puisse maturer au fil des différents exercices. Par contre, ici, on a repris par exemple le cas de Vinci en exemple. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des secteurs qui ont fait un lien assez étroit finalement entre leur plan de transition et leur CAPEX au sens de la taxonomie, les CAPEX qui sont alignés et qui finalement ont su combiner les deux, comme c'était un peu l'esprit initial, je dirais, avec un plan de transition qui donne la trajectoire de l'entreprise et qui viennent crédibiliser finalement en traduisant de manière comptable les impacts de la période en indiquant exactement les investissements qu'ils ont pu réaliser sur la période via leur CAPEX aligné. Donc finalement, c'est ce lien qu'on a trouvé intéressant et qu'on a illustré ici, et donc qu'on s'attend à se voir se développer pour les entreprises qui sont bien captées par la taxonomie. Si on passe sur la slide suivante, ensuite, on voulait faire un lien, un focus avec les différentes simplifications que Anne a présentées, en commençant peut-être par le concept de matérialité. Alors sur le chiffre d'affaires et les CAPEX, on n'a pas de vision encore parce qu'il n'existait pas à date finalement de concept de matérialité. Donc on verra cette année la manière dont est appréhendé ce concept de matérialité. Par contre, sur les OPEX, finalement, les simplifications qui ont été proposées sont assez proches de celles qui sont déjà offertes aujourd'hui. Et par rapport à ça, on constate aujourd'hui, par rapport aux OPEX, que 61% des entreprises sur la période ont recours à l'exemption de matérialité versus 52% l'année d'avant. Donc, il y a quand même un grand nombre d'entreprises qui utilisent cette exemption, ce qui s'explique notamment par le fait que c'est quand même l'indicateur qui semble être le moins pertinent dans la taxonomie, là où le chiffre d'affaires permet de mesurer l'activité durable dans une entreprise et les CAPEX, la part finalement à financer dans le cadre de la durabilité. Les OPEX, on a plus de mal à comprendre son utilité. Et d'ailleurs, au niveau de la CNCC, on avait préconisé sa suppression pure et simple. Ce qu'on voit ici, c'est que finalement, il y a déjà un grand nombre d'entreprises qui avaient recours à l'exemption de matérialité. Donc, naturellement, celles qui avaient choisi de publier au titre des OPEX ont donc un pourcentage d'éligibilité plus élevé qui s'établit à 53% et unanimement à 24%, parce que c'est des secteurs qui ont quand même de fortes dépenses d'entretien, par exemple, et de maintenance de leurs installations qui sont elles-mêmes captées par la taxonomie. Et 57% donc des entreprises qui publient au titre des OPEX aujourd'hui sont dans le secteur de l'énergie, par exemple. Pour faire un lien donc, avec une seconde simplification qui est celle des tableaux réglementaires, ce qu'on voit l'année dernière, qui était donc la première année d'assurance limitée, c'est que l'exercice a quand même été bien fait. Il n'y a qu'une seule entreprise qui avait omis de publier des tableaux multi-objectifs quand c'était nécessaire. Donc finalement, le concept de tableau multi-objectif avait bien été appréhendé l'année passée. 100% des entreprises qui avaient eu recours à l'exemption de matérialité sur les OPEX parmi notre échantillon
avaient bien publié les tableaux au titre des OPEX et le dénominateur qui était requis. Et enfin, 89% des entreprises avaient bien publié les tableaux gaz et nucléaire, même lorsque, du coup, elles n'étaient pas concernées par ces activités, pour publier à minima le tableau numéro 1 et indiquer qu'elles n'étaient pas captées par ces activités. Finalement, donc on a eu un véritable travail de compliance qui a été fait. Par contre, à côté de ça, il y a la moitié des entreprises qui ont continuer à supprimer, par exemple, des colonnes jugées inutiles qui n'apportaient pas d'informations complémentaires dans les tableaux réglementaires principaux, comme les colonnes DNSH, par exemple, lorsqu'une activité était alignée, en se disant que si une activité était alignée, c'est qu'a priori, tous les DNSH étaient respectés. Et donc, pour faire le lien avec les simplifications qu'a présentées Anne, on a du coup quand même plutôt des bonnes nouvelles sur cette simplification en termes de présentation et lecture d'informations. C'est vrai on échangeait dessus, par exemple, avec Sonia en introduction, c'est qu'on a quand même une information taxonomique qui parfois est difficilement lisible. Et ce qu'on se dit, c'est qu'avec les nouveaux templates, la suppression des tableaux gaz et nucléaire, et du coup cette vision synthétique pour les différents acteurs dans le premier tableau, et ensuite un tableau qui est plus axé sur les pourcentages d'alignement et d'efficacité dans les autres tableaux, on devrait quand même avoir une information qui est plus lisible en se concentrant uniquement sur les informations utiles dans les nouveaux tableaux réglementaires. Et enfin, dernière slide sur les différents constats, c'est le DSH générique pollution. Comme on l'a vu avec Anne, l'objectif cette première année, c'était de faire finalement des simplifications qui concernaient le plus grand nombre d'acteurs, et c'est plutôt l'année prochaine qu'on devrait avoir des simplifications sur les critères de contribution substantielle et des NSH pour les différents acteurs. Par contre, ils avaient quand même choisi, en même temps que la matérialité et les tableaux réglementaires, de simplifier, alors pas à la perfection, pas autant qu'on aurait voulu, comme on l'a évoqué juste avant, le DSH générique pollution, mais ça s'expliquait quand même par le fait que c'était quand même le critère qui posait le plus grand nombre de difficultés à l'alignement. Il y a quand même plein d'entreprises qui respectaient les critères de contribution substantielle et qui n'ont pas pu être alignées à cause du DSH générique pollution. Et c'est quelque chose qui s'est aussi traduit finalement dans les différents narratifs des entreprises. Ce qu'on a vu, c'est que 42% des entreprises qui étaient concernées par le DSH générique pollution ont explicité leur approche pour respecter ce DSH dans leurs notes. Et parmi celles-ci, la moitié ont mentionné la complexité du DNSH, et ce à deux niveaux, donc les analyses à mener et les incertitudes qui existaient sur son interprétation. Donc par rapport à ce qu'a pu dire Anne juste avant, alors des incertitudes, maintenant on en a beaucoup moins parce que la Commission européenne a clarifié son approche sur les DSH pollution. Par contre, des complexités, alors il y en a certaines qui ont été retirées, mais il en reste d'autres, notamment sur les substances POP et mercure, comme ça peut être évoqué. Donc on ne s'attend pas à ce que, du coup, comme on n'a pas un alignement parfait avec les textes finalement réglementaires environnementaux européens, à ce que toutes les difficultés soient levées, mais pour un certain nombre d'entreprises, ça devrait quand même faciliter finalement cette analyse. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le benchmark. Sur la slide suivante, on a repris du coup les études un peu plus approfondies. Si vous souhaitez les regarder, l'étude française, elle, comprend également des analyses sectorielles et elle met en avant également de bonnes pratiques si jamais vous souhaitez du coup consulter certaines bonnes pratiques. Et il y a également du coup une étude qui elle est plus européenne, qui couvre 16 pays et qui vous permet notamment de vous comparer donc à vos pairs européens en comparant vos statistiques aux statistiques européennes. Voilà pour le benchmark. Anne, je vais peut-être du coup te laisser conclure avant qu'on prenne les Q&A. Écoute, merci Imran. Non, mais c'était très riche. Il y a quand même un certain nombre de questions dans le chat. Donc, je ne sais pas, Sonia, si tu veux qu'on traite les questions. Bien sûr. Écoutez, déjà, un grand merci pour ce décryptage. On ne peut évidemment que saluer les efforts de la Commission européenne pour simplifier tout ça, et l'acte délégué apporte quand même certaines simplifications avec l'introduction de ce seuil de matérialité, la simplification des templates, même si honnêtement il reste quand même compliqué, et puis les clarifications sur le DNSH pollution. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Donc, la clé sera peut-être quand même, pour aller vers plus de simplification, la revue des critères techniques. Et puis, on parlait tout à l'heure également d'alignement partiel. On peut en redire peut-être un tout petit mot avant de passer aux questions sur le calendrier, sur ce qu'on peut attendre vraiment. Oui, pas de problème, Sonia. Alors, en termes de calendrier, déjà, à très court terme, il y a la publication au journal officiel des ajustements dans l'amendement acte délégué taxo qu'on vient d'évoquer ensemble. Ensuite, toujours à court terme, on a les négociations omnibus sur la directive Content qui se passent en ce moment et qui, du coup, notamment là au Parlement européen,
discute des seuils, discute du contenu de la directive Content avec le trilogue qui va s'ouvrir fin d'année et qui va s'étendre jusqu'à la fin d'année et certainement début 2026. Donc le trilogue pour atterrir sur le sujet content, c'est-à-dire et sur le sujet des seuils, CSRD, taxo, et sur d'autres choses qui étaient poussées dans la directive content. Et c'est là, du coup, Sonia, que je reviens sur cette notion d'alignement partiel parce qu'elle était évoquée du coup dans la directive Content, cette notion d'alignement partiel, l'idée est séduisante dans la théorie, c'est-à-dire pouvoir reporter sur des activités taxonomie en disant je suis aligné partiellement, ça veut dire qu'il y a des critères que je remplis et d'autres que je remplis pas. Dans la mise en œuvre, elle est peut-être, entre guillemets, elle pose des questions d'application pratique sur comment les entreprises pourraient reporter. Et puis de toute manière, on ne sait pas si ce sera in fine quelque chose qui sera retenu dans la directive Content. Et Omnibus continue au-delà de la directive Content parce qu'on voit qu'il y a des morceaux. Donc là, on a le morceau acte délégué simplification, le morceau directive Content avec un certain nombre de notions à clarifier. Et ensuite, il y a des wagons de simplification des critères techniques. On voit qu'ils ont commencé avec certains efforts sur le DNSH pollution, mais le gros du boulot vient sur les critères techniques de contribution substantielle et de DNSH avec des refontes d'activités. Alors, il y avait une question dans le chat. Est-ce qu'on s'attend du coup à des nouvelles activités là dès cette année? La réponse est plutôt non. Par contre, ils travaillent dessus et déjà, ils vont refondre des critères. Les nouvelles activités, peut-être au fur et à mesure, mais il va falloir qu'ils choisissent leur combat parce qu'ils n'arriveront pas à tout absorber. Voilà. Après, il y avait d'autres. Vas-y. La notion d'activité, notamment. Oui, alors, ça, c'est les autres questions. C'est ça que tu vois dans le chat, Oui, Sonia. tout à fait. Notion d'activité au sens de la taxonomie. Où est-ce que ce sont les activités IFRS 8? Alors, du coup, j'y arrivais. Donc, effectivement, on a eu quelques questions pendant la conférence et notamment pendant toute la partie réglementaire. Donc, sur le sujet de la notion d'activité, la personne qui a posé la question, finalement, elle demande mais comment ça se passe pour l'application de ce seuil de matérialité? C'est intéressant, c'est 10%, mais je l'applique à quoi? Parce que tout le monde a été très habitué à travailler avec cette notion d'éligibilité, d'accord? Mais ce qui nécessite finalement de faire une analyse d'éligibilité relative à la description de l'activité. Et là, dans cette application du seuil de 10%, ce qui est mentionné, c'est l'activité économique. D'accord? Donc finalement, c'est pas très précis ce qui est écrit. Ça laisse de la place au jugement pour faire cette analyse. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la maille de l'éligibilité. On peut s'arrêter un cran avant. Par contre, il faut quand même qu'on s'assure que ce qu'on fait, c'est pertinent et qu'on explique finalement ce qu'on a sorti, d'accord? Et donc, c'est la notion d'activité économique. Alors, ne sont pas mentionnés la référence à IFRS 8 comme ça peut être mentionné dans le chat, d'accord? Est-ce que c'est complètement interdit? Il y a peut-être des cas où ça peut être, au contraire, ça peut être peut-être pertinent, peut-être que la maille est un peu élevée, d'accord? Il faut trouver un juste milieu entre, du coup, ne pas avoir à faire en avance l'éligibilité, mais malgré tout être assez pertinent pour que ce soit une activité économique qui parle quand même un peu taxo, quoi. Voilà. Et ensuite, je voyais aussi une autre question en lien avec ce sujet des seuils de 10%. Le sujet donc on a dit ce seuil des 10%, il s'applique à chaque KPI, chiffre d'affaires, CAPEX, OPEX, et évidemment qu'à l'intérieur des CAPEX, nous avons plusieurs natures de CAPEX, des activités, des CAPEX de type A, des CAPEX de type B, des CAPEX de type C, et donc ce seuil des 10% peut aussi s'appliquer au paquet CAPEX, dont si on n'a que des mesures individuelles, ça peut aussi s'appliquer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. D'accord. Et on est bien d'accord, hein, on peut avoir des activités non matérielles différentes selon le KPI. On peut avoir deux activités non matérielles pour le chiffre d'affaires et une seule activité non matérielle pour les CAPEX. L'analyse est différente. Oui, tout à fait. D'accord. Peut-être un tout petit mot sur la nécessaire connectivité entre les différents états, même au sein des états de durabilité, puisqu'on parlait tout à l'heure du plan de transition et de la taxo. Je comprends qu'il y a quand même encore des entreprises qui ne font pas de lien. Il y en a beaucoup qui font le lien, ce qui est très rassurant, mais encore beaucoup d'entreprises qui ne font pas de lien, sans parler évidemment de connectivité entre état de durabilité et état financier. On peut s'attendre à quoi là
Alors, Dans les textes, il n'y a rien de particulier, c'est une bon sens après. Non, je pense qu'on peut répondre en 2 morceaux. Imran, je te laisse répondre parce que tu as déjà apporté pas mal d'éclairage, notamment avec l'illustration. Et moi, je peux répondre dans les perspectives avec les ESRS. Oui, bien sûr. En fait, ce qu'on note, c'est qu'on est sur 2 réglementations qui sont distinctes, qui ont une philosophie légèrement différente, et on a fait ici le lien avec le plan de transition, mais finalement, il y a plusieurs normes dans les ESRS, donc dans les normes E, où on peut venir justement faire le lien entre la taxonomie, parce que finalement, on est sur les mêmes objectifs pour apporter cet éclairage sur les investissements ou l'activité de la période qui a été réalisée en lien avec ces objectifs environnementaux. Ce qu'on constate cette première année, c'est que du coup, on n'a pas un lien parfait, mais ça peut déjà s'expliquer par le fait qu'on était sur une première année et donc il fallait déjà répondre aux différentes obligations réglementaires et qu'on n'avait pas forcément, notamment en lien avec le plan de transition, une maturité suffisante pour à la fois avoir un plan stratégique avec un horizon et en même temps pouvoir corréler les investissements réalisés au titre de la taxonomie. Et peut-être le deuxième point, c'est de dire qu'aujourd'hui, la taxonomie ne couvre pas les secteurs d'activité. Donc, en fonction des secteurs d'activité, on peut avoir des corrélations qui sont plus simples à faire parce que finalement, le chiffre d'affaires de l'entreprise, comme le cas de Vinci qu'on avait illustré, et donc les investissements qu'ils réalisent pour décarboner sont étroitement liés à leurs activités au sens de la taxonomie. Donc, la taxonomie leur sert comme véritable outil de pilotage. A contrario, j'ai échangé l'autre jour avec du coup une entreprise qui est dans le secteur de transport de marchandises et qui a fait le choix, par exemple, de ne pas électrifier sa flotte de camions, mais plutôt d'utiliser des biocarburants. Les biocarburants ne sont pas prévus dans la taxonomie. Donc, ce qui veut dire, c'est que concrètement, tout son plan de transition est basé sur l'utilisation de biocarburants. Donc, elle n'a pas de lien. Le fait de faire un lien avec la taxonomie sera beaucoup moins cohérent pour elle. Et donc, elle préfère communiquer sur ces aspects-là. Donc, finalement, ça dépend quand même de l'activité économique de l'entreprise, de ces leviers utilisés dans le cadre de la décarbonation notamment, et si la taxonomie, finalement, permet de capter ces activités ou non. C'est pour ça qu'on va quand même, je pense, voir deux écoles émerger en fonction de si déjà les émetteurs sont captés ou non par la taxonomie ou pas. Et peut-être sur ce même point, pour donner un peu de perspective, donc si on prend 3 pas de recul, on est en train de dire que la pierre angulaire, ou en tout cas une des pierres angulaires de l'état de durabilité au démarrage, c'est d'avoir notamment de la connectivité avec les états financiers. D'accord ? Donc ça, c'était un des objectifs principaux. C'était un exemple que de se dire, j'ai un reporting, je fais mon état de durabilité, c'est un exercice stratégique et du coup, tout l'enjeu est aussi de traduire, j'ai mon problème, combien je vais mettre sur la table pour le régler et que je donne des fourchettes et que j'explique les leviers que j'ai. À l'intérieur de ces leviers et de ces investissements, il y a des choses qui sont donc liées à plusieurs sujets, à plusieurs objectifs, et puis il y avait une partie de ça qui était liée à la taxo, d'accord ? Une partie. Donc on voyait l'intérêt d'expliquer globalement et puis de faire des zooms en fait, tout simplement sur différents leviers, différents plans d'action en faisant le lien avec la taxonomie. Et donc pour faire la perspective avec les exposure drafts dont Sarah a parlé en début de conférence, ces exposure drafts, ils parlent un peu de connectivité et notamment ils rendent, pour simplifier, évidemment dans une logique de simplification, un certain nombre de disclosures requises pour faire le lien avec de la connectivité et notamment avec des états financiers ou des réconciliations avec la taxo. Ils suppriment ou ils rendent volontaires certains éléments de connectivité, d'accord ? Il y a certains aspects de connectivité qui demeurent, d'autres qui disparaissent, pour faire simple, voilà. Donc ça veut dire qu'on va regarder ça attentivement avec les normes finales côté ESRS, sachant qu'il y a peut-être des choses d'un point de vue connectivité qui étaient requises dans les normes actuelles et qui ne seront peut-être plus obligatoires demain. Voilà mon point. Merci de ce point. Si on se met dans une perspective internationale, maintenant, nous avons une question sur évidemment les sociétés qui sont dans les pays qui n'ont pas encore transposé la CSRD, mais qui, pour la plupart, je pense, ont quand même publié une information. Est-ce que l'information publiée est de même qualité que celle des éditeurs français? Peut-être déjà pour faire un lien avec le benchmark et ce qu'on a pu constater de manière générale. Alors, avant d'aller, je dirais, aux pays qui n'ont pas transposé,
Ce qu'on a pu constater déjà de manière factuelle, c'est l'impact de l'assurance limitée déjà en France. Donc, le fait de passer d'une note taxonomie qui était sous lecture d'ensemble à une note taxonomie qui a fait l'objet d'une assurance limitée au même titre que l'intégralité de l'état de durabilité, on a quand même constaté qu'une marche a été franchie. Déjà sur les aspects réglementaires, on en parlait par exemple sur les tableaux où finalement, du coup, on avait une compliance parfaite cette année comparée aux autres années. Donc, le fait qu'on bénéficie d'une assurance, ça, pour le coup, ça a quand même un impact sur la qualité de la note. Pareil, on disait que les notes taxonomie faisaient moins de pages, mais qu'elles étaient plus axées finalement sur les hypothèses clés qu'ils ont pu utiliser dans le cadre de leurs analyses. Et finalement, au niveau européen, c'est un peu pareil, c'est que du coup, on peut distinguer du coup, les pays qui ont transposé, qui ont fait et dont les notes taxonomie ont fait l'objet d'une assurance, et du coup, a fortiori ceux qui n'ont pas transposé, et du coup, dont la note, alors aurait pu ne pas faire l'objet d'assurance, parce qu'il y en a quand même certains qui ont demandé à avoir une assurance volontaire sur le sujet. Ça, c'est peut-être le premier point, c'est le fait qu'on n'ait pas transposé. Ça peut aussi ouvrir la porte au fait qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une assurance de manière obligatoire, mais potentiellement volontaire. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est que finalement, on a des pratiques sectorielles, enfin, qui se dégagent par pays, et ça dépend aussi de la maturité des réglementations environnementales en amont. On avait par exemple parlé des minimum safeguards, où finalement, en France, on a une maturité qui est assez élevée, mais qui s'explique par le fait qu'on avait déjà un devoir de vigilance, on avait déjà Sapin 2 sur les entreprises de la vague 1. Donc finalement, le compliance avec les minimum safeguards, alors je ne dirais pas qu'elle a été simple, mais a été plus aisée grâce à ces réglementations. On a d'autres pays européens où ces niveaux de réglementation n'existent pas encore, en attendant potentiellement c'est la CS3D par exemple. Et donc, ce qu'on constate quand même, c'est que du coup, dans ces pays-là, pour respecter les minimum safeguards, oui, la barre était potentiellement plus basse finalement pour y arriver, compte tenu de ce manque de maturité sur les réglementations sous-jacentes. Et au-delà de ça, après, ce qu'on voit chez les autres émetteurs, alors, le fait de respecter les critères factuels de contribution substantielle et DNSH, qui sont quand même assez clairs, donc je dirais pas que la barre est plus basse sur le fait de comment est-ce qu'on traite un même critère dans deux pays. Par contre, le niveau d'analyse, lui, change. On a plein de pays, typiquement, où la pratique de détourer, par exemple, les CAPEX mesures individuelles qui sont pas liées étroitement avec leur activité n'est pas aussi développée qu'en France. Ça, c'est un constat qu'on partage à peu près tous les ans. Et le scoping, alors c'est là où la matérialité est intéressante, et par rapport à ce que disait Anne, finalement, on a des simplifications, mais pas toujours. C'est qu'en France, on a quand même un exercice qui était assez bien fait. Donc, la matérialité peut offrir un souffle sur 10% cumulé des différents indicateurs. Par contre, il y a d'autres pays où finalement, ils utilisaient déjà une matérialité plus accrue, je dirais, sans forcément du coup la calculer, en se concentrant sur leurs activités principales. Et là, à contrario, on aura peut-être des chiffres plus élevés parce que eux, le fait d'aller appliquer la matérialité, finalement, va venir peut-être restreindre les chiffres qu'ils ne pourront pas analyser, par exemple. Donc, c'est peut-être plein d'éléments, mais qui apportent peut-être des réponses sur ce point-là. D'accord. Je ne sais pas, Anne, je voulais juste ajouter que il m'a fait faire une étude sur les états de durabilité des sociétés de l'Eurostoxx 50, avec des sociétés dans l'échantillon, bien sûr, qui sont dans des pays qui n'ont pas encore transposé la CSRD. Globalement, la très très grande majorité, pour ne pas dire la quasi-unanimité des sociétés, a publié un état de durabilité conforme à la CSRD, avec un niveau de qualité, me semble-t-il, équivalent. On n'a pas vu de gros écarts dans la qualité des états de durabilité. On n'a pas du tout fait, nous, de prisme sur la taxonomie, c'était plutôt sur la connectivité avec les états financiers. Mais globalement, le rapport de durabilité nous paraissait de bonne qualité. Je ne sais pas si c'est également votre pratique, votre expérience. Mais je pense, enfin, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, Sonia. Je pense que ce sujet-là, il est aussi très dépendant de l'entreprise en elle-même. C'est pas qu'une question de pays, tout simplement. Donc, on peut aussi avoir des contre-exemples, etc. Peut-être d'un point de vue très factuel, en Allemagne, ça n'a pas été transposé. Ils ont quand même fait des états de durabilité quasi full ESRS. Avec nous, nos collègues avec qui on échange quotidiennement, ils se posaient les mêmes questions sur les critères. Alors, oui, il y a des cas de non prise en compte, etc. Mais en tout cas, d'un point de vue questions posées, analyse, etc. Voilà. Et ensuite, il y a de l'hétérogénéité chez les clients. Et oui, le fait que ce soit pas transposé, il y avait peut-être une pression légèrement différente, mais voilà, on a quand même des bons exemples de pays qui n'avaient pas transposé où la qualité est là. Voilà.
Avec effectivement un rapport d'auditeur d'une manière générale, donc Oui, tout à fait. aussi une revue. Écoutez, peut-être un dernier mot sur le fait que tout ça doit quand même servir à quelque chose et aux utilisateurs, hein, notamment aux investisseurs. De votre côté, vous avez des réactions d'investisseurs sur les états de durabilité, mais plus particulièrement sur la taxonomie? Ça peut apparaître quand même très compliqué. On le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même un exercice pour les initiés. C'est un vrai exercice de transparence et en ça, c'est effectivement une grosse avancée. Ensuite, il faut quand même que ça serve vraiment aux utilisateurs des États. Tu veux dire un mot, Imran, sur les sujets green bonds, financement, etc. Ouais. Je sais que c'est des sujets qui te sont chers et derrière, on peut aussi traiter peut-être le point d'un point de vue plus politique et mécanisme adjacent à la taxonomie, en fait. Bien sûr. Après, effectivement, au-delà de l'exercice de transparence, comme Sonia t'a pu le souligner, l'objectif, c'est quand même de pouvoir aller plus loin avec la taxonomie. Il ne faut pas oublier que son objectif principal, c'est quand même de réorienter les flux financiers vers les entreprises, du coup, les plus durables. Par rapport à ça, aujourd'hui, on a plusieurs constats, hein, et d'ailleurs, au niveau de la CNCC, on en a partagé avec la Commission européenne. Le premier, c'est que cette taxonomie, elle a quand même eu le mérite d'exister. Et aujourd'hui, on voit dans le monde qu'il y a plein d'autres taxonomies qui sont développées en se basant justement sur la taxonomie européenne, en l'adaptant au contexte nationaux des différents pays. Mais elle a quand même eu cet effet boule de neige parce qu'elle a permis de lancer un mouvement et la création de plusieurs taxonomies justement pour pouvoir permettre de guider ces fonds. Mais après, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même plusieurs critères dans la taxonomie qui restent très compliqués. Donc, alors c'est pas forcément une taxonomie à deux vitesses, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a quand même pas mal d'émetteurs qui sont inspirés de cette taxonomie pour lever des fonds. De plus en plus d'émissions green bonds qui ne sont pas encore EU green bonds, donc tamponnées parfaitement en lien avec la taxonomie, utilisent les critères de la taxonomie. Donc, ce qui se passe, c'est que finalement, l'exercice que font pas mal d'émetteurs dans le cadre de la taxonomie, ils en réutilisent une partie. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le concept d'alignement partiel, parce qu'il y a quand même une pratique de place qui s'est développée. C'est qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, lorsqu'elles vont émettre des green bonds, elles vont s'appuyer par exemple uniquement sur les critères de contribution substantielle de la taxonomie pour aller lever des fonds et ils vont du coup mettre de côté toutes les analyses en lien avec les DNSH et les minimum safeguards. Donc on a quand même cet impact, je dirais quand même positif dans le monde financier qui permet justement de limiter le greenwashing et de donner des critères communs dans le cadre de l'émission aujourd'hui de green bonds. Et à côté de ça, on a du coup le cadre EU Green Bonds qui lui en fait est un nouveau cadre européen et pour lever dans le cadre des EU Green Bonds, il faut une conformité parfaite avec les critères de la taxonomie qui a été initiée fin 2024. Cette année, on est déjà à 9 émetteurs, je crois, qui ont publié dans le cadre des EU Green Bonds. Tous ont été souscrits. Donc, on voit que quand on arrive à faire l'exercice, finalement, le jeu en vaut la chandelle parce que du coup, c'est de la dette qui reste prisée. Et donc, c'est un impact positif. Après, effectivement, les critères restent quand même compliqués. Tous les secteurs ne sont pas encore captés. Et donc, on peut quand même avoir ce côté plus mitigé dans le reporting. Et surtout, au niveau européen, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est des initiatives, je dirais, privées, avec les Green Bonds, par exemple, où les émetteurs émettent de la dette et en face, il faut un intérêt de la part des investisseurs. Le principal socle clé qui manque aujourd'hui pour en faire un véritable outil qui va permettre de driver les investissements, c'est quand même le fait d'avoir un véritable cadre européen incitatif et donc par exemple des taux, des spreads plus faibles pour ces entreprises, chose qui aujourd'hui n'est pas impulsée encore par le niveau européen par exemple. D'accord. Écoutez, un grand merci. Franchement, c'était très complet. Le support est vraiment de grande qualité. Bien évidemment, vous l'aurez tous dans la matinée. Mille merci vraiment, Anne, Imran et Sarah de ce panorama. On se revoit de toute façon très bientôt pour continuer, en tout cas en espérant que vous nous aurez de bonnes nouvelles à nous apporter sur le plan de la simplification qui ne devrait pas tarder a priori. Mille merci vraiment. Merci à tous pour votre fidélité. Et donc, à la semaine prochaine, cette fois-ci pour parler des normes durabilité pour les PME. Merci encore. Merci. Bonne journée, au revoir.